Bonjour, bienvenue pour la suite de ce cours sur l'animation de personnages virtuels. Jusqu'à présent, dans les premiers cours, sur les cours de contrôle d'un personnage ou sur les cours de cinématique inverse, on avait travaillé sur le squelette, avec comment le déformer, comment bouger chacune des articulations. Là, évidemment, c'est pas dans une application, c'est pas le squelette que vous affichez, c'est plutôt le maillage qui va être autour. Donc là, c'est plutôt toute la partie du cours qui parle de skinning. Skinning, il n'y a pas vraiment de traduction française, c'est vraiment le terme qui indique comment est-ce que la peau du personnage autour va être déformée en fonction des déformations du squelette. Donc, ça suppose que quelque part un artiste, donc en partant d'un maillage que vous voulez animer, ça suppose que quelque part un artiste a défini un squelette pour lui donner une configuration, et que ce qu'on va voir un petit peu plus loin, c'est qu'il va y avoir un rapport entre le maillage et le squelette, donc un attachement entre le maillage et le squelette, pour le déformer. Donc l'objectif du skinning, c'est une fois qu'on a une nouvelle position du squelette, comment est-ce qu'on fait pour déformer le maillage en lui proposant des déformations qui sont le plus réalistes possible. Donc comment animer le maillage en fonction du squelette. Le terme général est skinning, il y a plusieurs approches qui existent. On va voir la plus classique et la plus simple, skinning un peu géométrique, dans ce cours-là. Donc c'est un peu comme quand on déforme la peau, alors même s'il n'y a pas de notion de, en général, dans la plupart des algos, même si on verra que de temps en temps, il n'y a pas de notion de muscles, de tendons, de chair, etc. C'est vraiment de la géométrie qui se déforme, qui essaye de rester positionnée sur le squelette. Donc là, le squelette, on le voit en transparence en bleu. En général, on a la position au repos. La position au repos, elle sert pour la capture de mouvement, pour essayer de positionner et de bien séparer les marqueurs à l'initialisation de la capture de mouvement. Mais elle sert aussi parce que c'est beaucoup plus simple de concevoir un maillage autour d'un squelette dans cette position-là que déjà plié avec éventuellement de la peau qui va être en contact, enfin de la peau, du maillage qui va être en contact les uns avec les autres. Ça, c'est la position où vous allez écarter le plus possible le maillage et où c'est le plus simple pour définir des triangles qui soient avec les bonnes caractéristiques, à peu près la même surface et sans contact et sans pénétration. Donc dans le skinning, on a un maillage 3D, un squelette. Chaque sommet est attaché à un ou plusieurs os. On va voir, c'est pour corriger un petit peu des défauts de rigidité, en fait, cette chose-là. On va faire une moyenne pondérée. La moyenne pondérée fait que la somme des poids va valoir 1. Sur le vocabulaire, on a la pose au repos. C'est ce que je viens de vous montrer. C'est en général une pose qui est en forme de T, comme ça. Donc ça, c'est la pose au repos. Et on a la pose animée, qui est celle qui est à droite. C'est une fois que le squelette a été mis dans la position qui nous intéresse pour la frame au pas de temps N, c'est la pose du squelette qui nous intéresse. Donc ça, c'est ce qu'on a en initialisation. Un squelette, un maillage, ils sont tous les deux dans la même position. On va voir qu'on a besoin d'informations en plus, c'est l'influence de chacun des articulations sur le maillage, ou inversement, si on est pour chacun des sommets du maillage, quelles sont les articulations qui nous influencent. Et à partir de ces données-là, on a ensuite une nouvelle position du squelette, et on veut calculer les nouvelles positions 3D de chacun des sommets du maillage. Donc pour le vocabulaire, la pose au repos, c'est la pose T, avec le maillage non déformé, le squelette non déformé. La pose animée, c'est pour la position du squelette donnée. Notre objectif, c'est de trouver la position des sommets. Donc là, pour le côté pédagogique, on part d'un exemple très simple. On a deux, deux membres, avec trois articulations, même si la troisième elle ne sert pas là. Imaginez que c'est l'épaule, le coude et puis le poignet, mais on n'a pas la main qui est dessinée, on pourrait rajouter le maillage derrière. Quand le squelette se déforme comme ça, première chose qu'on va faire, c'est une déformation rigide, c'est déplacer les sommets du maillage. Donc on imagine ici que les sommets bleus sont rattachés à cet os-là, à l'os parent. Les sommets verts ici de mon maillage sont rattachés à l'os enfant. Quand j'ai un changement d'angle entre le parent et l'enfant, par exemple entre le bras et l'avant-bras, donc ici entre l'épaule et puis le coude, c'est le coude qui se plie, je veux calculer les nouvelles coordonnées de mes points verts. Et alors là, le problème, c'est que, bon, on en discutera plus tard, mais vous voyez que les points qui sont un petit peu à la frontière, comme celui-là et celui-là, on ne sait pas trop s'ils appartiennent à l'enfant ou aux parents. Donc là, ce qui a été dessiné dans cette figure-là, c'est que le point de droite appartient aux parents et ne bouge pas, le point de gauche appartient à l'enfant et bouge.
Il se trouve qu'en pratique, on verra qu'il y a une solution pour résoudre un peu ces problèmes de ces points-là. Mais pour l'instant, on va supposer qu'il n'y a qu'une seule influence et qu'un seul os. Donc si on regarde niveau géométrique, ce qu'on peut faire, c'est qu'au départ, j'ai mon squelette qui est dans une position, voilà, une position au repos. J'ai l'os J0, l'os J1, donc par exemple l'épaule, comme tout à l'heure le coude. J'ai les coordonnées 3D de mon vertex dans le monde. Donc en gros, c'est la flèche verte, la flèche bleue pardon, que j'ai ici. Mon sommet V, voilà ces coordonnées 3D dans le monde. Ce que je voudrais maintenant, c'est calculer les coordonnées V secondes de ce point-là, une fois que le squelette aura été déformé. Donc quand le squelette aura été déformé, le squelette a cette position-ci. Donc toujours mon sommet, mon articulation J0 et mon articulation J1, mais qui ont été déplacés dans le monde. Là, ils ont été déplacés dans le monde et l'articulation s'est un tout petit peu pliée. Je voudrais calculer les coordonnées de ce sommet-là. L'objectif du skinning, c'est non de calculer à partir de ces positions-là dans le monde, de calculer la nouvelle position dans le monde de ce point-là. On va partir du sommet V, on va le transformer, on va le replacer dans l'espace local de l'articulation qui l'influence. Comme le sommet est fixe par rapport à un os, c'est ça globalement ce que nous indique avec le skinning, on peut bouger l'os dans la position d'animation et on va retransformer ensuite la nouvelle coordonnée dans le monde. C'est un jeu de matrice, un jeu de matrice de passage qui peut se faire très facilement aussi dans un shader parce que les calculs de matrice sont faits pour ça. Donc si on regarde ce qui se passe en pratique. On peut même faire des précalculs, hein, si vous êtes, on n'en discute pas complètement, mais si vous avez implémenté ça sur GPU, il y a des choses qui peuvent être précalculées pour limiter les temps de calcul, mais là je vous présente la méthode globale. Donc GV positionné dans le monde, j'ai l'articulation J0, l'articulation J1. Évidemment, il y a un repère ici qui n'est pas dessiné, mais c'est un repère complet J0, un repère complet J1, même en 3 dimensions, vous avez les 3 espaces. Première étape, on va calculer les coordonnées V' de ce même point-là, mais dans le repère local. Donc globalement, on va calculer la longueur ici de déplacement suivant l'os, puisque probablement que ici, il n'est pas dessiné le repère J1, mais il va être probablement comme ça. Donc on calcule la longueur ici, cette longueur-là, ça donne une première coordonnée en 2D, la même chose une deuxième coordonnée ici, la coordonnée Y de mon point, donc V', on obtient cette coordonnée V' dans le repère local. Donc V', c'est les coordonnées de V dans le repère J1. Maintenant, le bon côté, c'est que je peux déplacer J1 où je veux. Le vecteur bleu ici, dans le repère J1, c'est le même que le vecteur bleu ici, dans le repère J1. Que je suis en local, je peux déplacer de manière globale mon point. Et après, l'étape suivante, c'est que je réutilise la nouvelle matrice ici, J1 de cette articulation-là, pour repasser dans le monde. Il faut que je l'inverse. J'ai ma matrice de passage qui passe du monde vers J1, puis ensuite je déplace J1, et là j'ai besoin de la matrice de passage qui, dans la position de l'animation, multiplie la matrice inverse qui passe du repère local J1 vers le monde. Donc avec un petit peu de maths et avec les notions de translation et de rotation, bon, alors ce que j'appelle matrice, ça peut être aussi un transform, hein, dans lequel on a un quaternion et un vecteur qui rend les calculs plus simples. On avait vu dans le cours des quaternions que c'était plus simple, donc j'appelle ça là une matrice, mais prenez mon terme matrice comme la transformation générale qui fait des rotations et des translations. Donc on a le repère X, on a l'articulation J0 ici qui est positionnée dans le monde à la position X0, et puis on a un déplacement local qui nous amène à l'articulation X1 qui est le vecteur de translation X1. Donc XI c'est la translation par rapport à l'os parent. Si on veut retrouver la translation dans le monde, il faut empiler les translations comme on l'a fait au moment du calcul de la cinématique directe. On a aussi une matrice de rotation, donc globalement mon repère J0 ici, mon articulation J0, elle a une translation X0 qu'on vient de voir sur le transparent précédent, et elle a une rotation Q0, qui ici peut être un quaternion, qui peut être une matrice 3-3. De la même manière, l'articulation J1, elle a une rotation Q1 par rapport à Q0. Et tout l'objet du calcul de cinématique directe, c'est de recalculer la position 3D de chacune des articulations dans le monde. Là, on va en profiter. Donc le calcul qui est fait sur chacune des articulations, c'est la translation, la rotation. On peut ranger tout ça dans une matrice de translation, une matrice de rotation.
Si on les combine ensemble au moment de la cinématique directe, ça veut dire que si on multiplie les matrices qui nous passent du repère monde vers Q0, puis du repère Q0 vers le repère Q1, si on les empile en faisant des multiplications comme ça, on obtient la matrice qui va du local vers le monde au repos, avec XI, QI qui est la matrice qui va de l'os I vers son parent, donc vers le local de I-1. Quand on veut calculer maintenant la position, donc ça, la cinématique directe nous donne cette transformation-là. Elle nous donne la transformation de, si j'ai un point dans le repère local, je le multiplie par cette matrice, j'obtiens le point dans le repère monde. Parce que je vous rappelle qu'on voulait calculer, nous, d'abord V', qui est la coordonnée locale de notre point. Nous, on a l'inverse, on a la position V dans le monde de notre maillage, et on voudrait calculer la position dans le repère local de ce point-là. Donc, on voudrait calculer V'. Ça revient à inverser cette matrice-là. Pour inverser cette matrice-là, soit on calcule directement cette matrice, puis on l'inverse, avec votre fonction préférée d'inversion, qui peut être inversée avec l'inversion des quaternions, comme on l'a vu, qui est très rapide. Ou alors, cette matrice, si on fait les multiplications dans le sens inverse, c'est-à-dire que si on inverse, là, si au lieu d'aller de i égale 0 à j, on va de j à 0 et on inverse x et q et qu'on fait les multiplications dans le sens inverse, on va obtenir la matrice inverse. Il n'y a pas forcément besoin de s'embêter avec une inversion, il suffit de multiplier au moment de la construction, au moment de notre cinématique directe, on construit les deux matrices, l'une dans un sens, l'une dans l'autre, en multipliant à droite ou en multipliant à gauche, et on obtient à l'arrivée la matrice inverse, la matrice qui va donc du repère monde vers le repère local. On déplace le squelette, donc ça c'est avec les maths qui nous permet d'obtenir V'. On obtient donc V'. Une fois qu'on a V' dans le repère local, c'est-à-dire ici, on peut déplacer maintenant J1. Déplacer J1, ça veut dire qu'on a une nouvelle rotation R1, une nouvelle rotation R0, une nouvelle translation T0, une nouvelle translation T1 pour chacune des articulations. On refait le calcul de cinématique directe. Le calcul de cinématique directe, c'est l'empilement, la multiplication de toutes les matrices entre elles. On obtient comme tout à l'heure la matrice qui va du local vers le monde. Sauf que là, on n'est plus dans le cas du squelette au repos, on est dans le cas du squelette au moment de sa position d'animation. On obtient la matrice qui, au moment de l'animation, passe du local vers le monde. Tout à l'heure, on avait dans la matrice B la matrice qui, au repos, passe du local vers le monde. Donc maintenant, notre sommet V qui lui est placé dans le monde, on commence par le multiplier par l'inverse de B. Ça permet de passer de l'espace monde vers l'espace local. Ça peut être fait une fois pour toutes, puisque la position au repos reste la même. C'est-à-dire qu'on peut le précalculer à l'avance, et puis au lieu de stocker la position du maillage dans le monde sur la carte graphique, on stocke la position du maillage dans le repère local sur la carte. Et au moment où on demande les coordonnées, on a directement la coordonnée du repère local, on le multiplie ensuite pour passer du repère local vers le repère monde dans la position d'animation, et on obtient la position 3D. Ça peut être fait dans un shader, dans un vertex shader, avec aucun problème. Donc, si notre somme est V, on commence par le multiplier par B-1 pour passer dans le repère local, puis on multiplie par P, qui est la matrice qui va, au moment de l'animation, passer du local vers le monde. Donc V, il passe par l'inverse de cette matrice-là, donc du monde vers le repère local du repère J au repos, puis ensuite il est multiplié une nouvelle fois par une autre matrice qui, au moment de l'animation, passe du repère local vers le monde. Donc finalement, là, c'est ces deux calculs de matrice. Si on se débrouille bien, on n'a pas besoin d'inverser la matrice dans le shader, on la construit en multipliant la matrice dans l'autre sens, et dans notre shader, on peut faire tout ce calcul-là sans problème. Ces calculs-là sont effectués pour chaque sommet du maillage. Par rapport à un vertex shader classique où on prend le sommet du maillage, on le multiplie par la matrice qui le positionne dans le monde, on a une multiplication en plus de matrices, mais c'est quasiment instantané pour une carte graphique. C'est juste multiplier le sommet par deux matrices au lieu de le multiplier par une matrice, ça change quasiment rien en performance. Chaque fois qu'on déplace au moment de notre animation, la connectivité du maillage reste identique. Ce que j'appelle la connectivité du maillage, c'est les triangles, c'est quels sommets sont reliés à quel autre sommet pour former des triangles. Il y a juste la position 3D des points qui va changer, mais les triangles sont les mêmes, donc je peux garder cette information-là sur ma carte, sur mon maillage stocké sur ma carte.
là, ce qu'on obtient, c'est la déformation rigide, c'est-à-dire que mes points verts ici, je suis capable de recalculer leurs nouvelles coordonnées 3D dans le monde et puis de les envoyer au moteur de rendu pour qu'il affiche les triangles. On a vu ici là, que pour certains sommets qui étaient un petit peu à cheval entre deux os, ce serait bien de trouver une solution pour avoir quelque chose d'un peu moins rigide. Alors, la solution que, voilà, si on a, ce sommet-là, si on l'attache à l'enfant, le sommet blanc ici, si on l'attache à l'enfant, il va se retrouver ici. Si on l'attache aux parents, il va se retrouver ici. Ce qu'ont proposé les gens, c'est qu'ils ont dit, ben, on va l'attacher aux deux, et on va calculer une moyenne pondérée entre les deux résultats. Donc on va calculer, donc là on va faire c'est là où le skinning est un petit peu plus coûteux que juste une déformation normale, c'est qu'on va calculer les deux déformations, celle-ci et celle-ci, on va faire une moyenne pondérée. Alors ici on a mis des poids de 50%, 50%, et on obtient ce point blanc là. Et on fait la même chose avec le point de l'autre côté, et puis alors là ils l'ont fait avec tout, et on obtient une déformation qui est plus arrondie pour les sommets qui sont à cheval entre deux articulations et plus rigide, alors là on l'a pas, mais plus rigide sur les sommets qui sont loin de chacune, qui sont loin des jonctions. Donc voilà, avec une figure un tout petit peu différente. J'ai ce point-là, si je l'attache à l'os I, j'obtiens ce point-là. J'obtiens ce point-là si je l'attache à l'os J. Je calcule une moyenne pondérée entre les deux en ayant défini des poids. Alors on verra tout à l'heure comment arrivent ces poids-là. Et j'obtiens le point violet. Et j'ai une déformation un peu plus continue parce qu'ici on voit qu'on avait une craquelure. Ici on voit qu'on a un os, on a de la matière qui se rentre l'un dans l'autre. En faisant la moyenne, on va obtenir un point ici, et puis on va avoir un maillage qui sera continu avec des triangles qui ne vont pas rentrer les uns dans les autres. Donc le skinning, pour résumer, c'est que en fait, là, on va calculer la position 3D de chacun des points comme s'il était influencé par l'os numéro I, et puis ensuite on va faire la moyenne pondérée de tous les os qui l'influencent. Dans l'exemple qui est là, il n'y avait que deux os qui influençaient ce sommet-là. À certains endroits, il peut y en avoir plus. Souvent, c'est deux pour les articulations comme le coude, mais il peut y en avoir plus pour le visage ou pour le torse, dans lequel vous allez avoir tous les os de la colonne vertébrale, plus les os des omoplates de l'épaule, qui peuvent éventuellement influencer un même sommet pour avoir des déformations qui sont le plus réalistes possible. Ce calcul-là qu'on a fait sur les sommets, il n'est pas complètement exact, mais ce qui est fait en général, c'est que le calcul pour les normales, c'est le même calcul, mais en inversant la matrice et en faisant la transposée. Alors maintenant qu'on a vu les bases du skinning, euh, le problème un peu général, et étant donné un maillage qui a été défini par un artiste, que j'ai récupéré, que j'ai scanné, qui a été nettoyé, comment je trouve le squelette approprié? Oups, ça avance tout seul. Pour chaque point du maillage, comment trouver le ou les os associés plus les poids? Je peux trouver à la limite les os associés, bon, ça pourrait éventuellement, mais là je vais avoir une notion de moyenne pondérée, il va falloir que je trouve les poids pour chacun des os. Alors la chose qui est faite de manière historique depuis longtemps, c'est un artiste à la main qui va définir, qui va faire le design d'un squelette à l'intérieur du maillage, et puis qui ensuite va définir les poids à la main. Alors à la main, entre guillemets, c'est avec des outils de peinture sur le maillage directement, on verra des vidéos tout à l'heure. Euh, le squelette, on peut éventuellement le trouver si on a plusieurs exemplaires du maillage. On peut calculer des choses autour de la distance à l'os, la diffusion de chaleur. Donc c'est un peu l'objet de tout ce cours-là. Je vais vous montrer quand même quelques vidéos, déjà de résultats de skinning avant qu'on attaque la suite du cours. Voilà le genre de résultat qu'on obtient avec le skinning. Donc derrière, il y a un squelette qui n'est pas visible là. Donc le squelette, alors la chose que j'ai pas non plus complètement dit, c'est qu'on appelle ça un squelette, mais ça n'a pas forcément grand-chose à voir avec un squelette humain. Si on rejoue cette vidéo, on peut voir qu'il y a des moments là probables. Ah, on va y arriver. Il y a probablement ici des os qui sont dans le nez du personnage. Il y a probablement aussi des os qui sont à l'intérieur de son ventre pour lui permettre d'avoir des déformations qui peuvent donner éventuellement un effet physique avec, comme si c'était la chair qui montait et qui descendait. Le squelette n'est pas forcément humain, il n'a que 4 orteils ici. Donc le squelette, c'est vraiment la définition d'un squelette.
qui va coller le plus possible au maillage qu'on veut animer, mais qui n'a pas grand-chose à voir avec la morphologie humaine. Vous ne pouvez pas montrer votre squelette à des médecins ou à un cours de médecine, les gens vont rigoler. Euh, alors, So this is going to ah be bah, the la process where you take vidéo, the elle a du son, je vais wait. vous couper le son. Bah là, typiquement, c'est ce que vous pouvez faire dans Maya, mais vous avez la même chose dans 3D Studio ou dans Blender. Voilà. Donc vous avez ici l'espèce de notion d'influence. Donc vous avez le squelette, vous avez le maillage. Alors le squelette, l'animateur a commencé à le définir à la main. Donc la première étape, c'est quand vous faites un skinning automatique où l'influence des os va être trouvée automatiquement. Vous voyez que là, on commence déjà à avoir les premiers défauts. Hop. Ici, là, j'ai ce morceau-là du maillage, donc l'intérieur de la veste, qui se retrouve influencé par l'os du bras, et quand je bouge le bras, bah, ça tire la veste. C'est pas ce que je veux. Et ensuite, l'artiste va passer son temps à. Donc là, c'est pareil, il y a des morceaux du moignon du personnage qui n'ont pas été influencés comme il faut, donc l'artiste va passer son temps à aller sélectionner des morceaux du maillage et à aller donner des influences pour chacun des os. Ou plutôt l'inversement, il va aller sélectionner chacun des os, il va aller regarder de combien le maillage est influencé par cet os. Donc là, la vidéo dure un petit peu, 14 minutes, on va pas forcément la regarder en entier. Tiens, ben voilà le genre de choses que donc l'artiste définit. Ça, c'est la méthode complètement classique. C'est l'artiste définit une capsule d'influence. Ici, il a pris le bassin, il a dit voilà, tous les sommets du maillage qui se trouvent dans cette capsule-là vont être influencés par l'os du bassin. Et quand on commence à sortir de la capsule, on a une influence qui décroît. Donc rouge, ça veut dire que les sommets rouges sont complètement influencés par cet os-là à 100%. Les sommets orange peut-être à 70%, les sommets verts à 50%, les sommets bleus à 30%, les autres pourcents vont arriver par les influences des autres os. Donc là, c'est même plus une capsule, il définit un espèce de cône, voilà, mais juste pour l'os du bassin, il commence par définir une espèce de zone d'influence qui est une sphère, une capsule, un cylindre, et puis après, il va faire ça pour toutes les autres articulations. Pas forcément toutes, mais au moins les grandes et aux endroits où ça coince. Là, il a changé un peu la forme de sa capsule. Ça, c'est un os un petit peu plus haut, ça doit être un os qui est quelque part entre les deux omoplates. Donc finalement, les os du torse ici vont être influencés pour partie par l'articulation du bassin et pour partie par l'articulation entre les deux omoplates, et éventuellement avec d'autres. Après, la même chose est faite pour le bras. Il faut bien faire attention quand vous mettez votre capsule autour du bras. Il faut vous débrouiller pour que la capsule n'aille pas récupérer les sommets qui sont sur la veste. Donc il met déjà 15 minutes à positionner ses capsules. Et alors là, et en plus il a les doigts de manière assez précise. Et là encore, le maillage est assez grossier, donc imaginez la même chose quand vous avez un maillage très précis où vous allez vouloir avoir une influence vraiment précise pour avoir des formations qui collent le mieux possible. Donc là, pour chacun des os, le bout de la phalange ne va n'influencer que cette zone-là. Il a du bleu qui déborde sur le doigt d'à côté. Donc quand il va plier l'index, ça va lui plier le doigt du milieu. C'est probablement ce qu'il ne voudra pas, donc il va encore passer un petit moment à remettre ses capsules en état. Donc là, au bout de 15 minutes, il a fait qu'une main. Souvent, vous pouvez activer la symétrie pour que les choses se fassent des deux côtés du corps. Ici, dans le cas de son squelette, ça ne marchera pas. Et en gros, l'artiste passe un moment à faire ça à la main. Non, bah, les autres vidéos, c'est pour plus tard, mais voilà, donc une grosse partie du travail est faite à la main. Avec après, ce qu'il n'y a pas dans cette vidéo-là, c'est que vous avez une phase aussi où l'artiste va pouvoir utiliser un outil de pinceau pour pouvoir additionner des influences ou soustraire des influences. Donc ça, c'est vraiment une fois qu'il a fini avec ses capsules, pour régler le problème dans les détails, il va le faire avec des pinceaux. Donc le problème encore maintenant avec le skinning, c'est que même quand vous avez fait tout ça et que vous avez des poids qui sont le plus réalistes possible, c'est que au moment où vous allez faire votre déformation, votre maillage va se déformer un peu comme si vous preniez un
un cylindre en plastique, une paille, vous prenez une paille en plastique, vous la pliez, et ben vous allez avoir une déformation qui ressemble à ça. Il n'y a absolument à l'intérieur aucune notion d'os et de chair et de choses qui sont plausibles ou pas plausibles. Là, donc le bras ici, si je lui applique une rotation, vous allez avoir une espèce de vrille ici qui va arriver, ou ici vous allez avoir une grosse pliure qui ne sera pas du tout réaliste, qui va faire comme si vous étiez en caoutchouc, et que probablement que ça va se voir. Donc il y a des gens qui se sont mis à travailler sur ce que j'appelle du skinning plus plus, c'est que d'essayer de résoudre le problème du smooth skinning, là, donc quand les plis, quand les déformations commencent à être extrêmes, et qu'on a une déformation qui ressemble à ça, nous, on voudrait plutôt rester à des choses qui sont comme ça. Et là encore, on pourrait aller plus loin, hein, c'est que le bras pourrait se plier plus, et être presque en contact avec la poitrine, il faudrait quand même que le skinning reste plausible. Donc les autres réponses, je vais vous proposer, alors c'est des choses qui sont pas forcément complètement à jour, il y a des choses un peu plus récentes, mais ça vaut le coup de voir quand même les anciennes méthodes. Il y a des vieilles méthodes qui s'appellent FFD, qui sont encore très utilisées, Freeform Deformation. Le skinning peut être fait aussi avec des dual quaternions, ça c'est une approche, si vous avez un jour à recoder quelque chose en skinning, faites-le avec les dual quaternions, c'est que vous changerez quasiment rien dans votre calcul et dans votre méthode de skinning, et vous aurez de manière magique un résultat directement très bon. On va en discuter. Il y a des gens qui se sont proposés de faire des simulations, puis maintenant il y a des choses encore plus réalistes en utilisant des muscles, en faisant comme si le corps était constitué d'os et de muscles et de parties rigides. Donc premier outil, c'est Freeform Deformation. Donc au lieu d'avoir des os qui sont positionnés à l'intérieur du squelette, à l'intérieur du maillage, pardon, au lieu d'avoir un squelette qui est positionné à l'intérieur du maillage, ce que propose cette technique-là, c'est d'avoir plutôt des os qui sont à l'extérieur et qui vont définir une espèce de cage, une armature autour du squelette. C'est que ici, vous avez, en gros, chaque point ici, là, vous avez un deuxième maillage plus grossier qui est le nouveau squelette. Et quand vous allez déformer. Alors, l'inconvénient de cette approche-là, c'est que avant, pour un squelette humain, on avait une vingtaine d'os. Vous étiez capable de faire le rig de cet humain-là. Maintenant, si vous mettez une armature tout autour, vous allez passer à 80 ou 100 os, avec à chaque fois à calculer les influences. Donc, travailler un peu plus long, mais par contre, la déformation sera plus propre et sera plus nette. Là, on voit typiquement que la déformation au niveau de l'épaule, on n'a pas cette espèce de vrille qui arrive avec le skinning classique. On a une déformation qui est plus jolie. Donc je passe pas tellement plus loin, j'ai peut-être une vidéo à vous montrer. Ah non, je l'ai dû à le quaternion, je ne sais pas ce que j'ai fait de la vidéo, c'est pas grave. Donc ça, l'idée assez simple, hein, c'est qu'on garde le skinning linéaire, mais on fait une déformation avec plus d'os qui permettent de contrer finalement le manque de degré de liberté d'un squelette basique. Le résultat qu'on obtient, c'est une déformation ici plus nette, enfin surtout cet effet-là là, qui est vraiment rédhibitoire, vous ne pouvez pas montrer ça dans une application. Si vous montrez ça, c'est à peu près plus plausible, c'est qu'on a l'impression qu'il y a vraiment un os à l'intérieur rigide avec de la chair et que la déformation est moins fausse. Autre méthode que vous pouvez faire qui est très simple, c'est d'utiliser des dual quaternions. Alors vous vous souvenez que les quaternions, je vous avais dit, c'est un nombre complexe avec trois parties imaginaires, une partie réelle, qui va remplacer une rotation 3-3. Une matrice 3-3 peut être remplacée par un quaternion. Je vous avais dit aussi à la fin du cours sur les quaternions qu'on pouvait aller plus loin, c'est qu'on pouvait remplacer une matrice 4-4, donc avec une rotation et une translation, par un dual quaternion. On obtient un super nombre complexe avec 7 parties imaginaires et une partie réelle. Avec les calculs qui vont avec les parties qui font -1 lors de certaines multiplications. Ça fonctionne très bien, donc c'est des quaternions plus plus. Vous pouvez récupérer votre classe dual quaternion quelque part sur Internet si vous n'avez pas envie de regarder la théorie mathématique qui va avec. Vous pouvez le recoller même sur dans votre shader préféré et puis le réutiliser. Et vous allez obtenir du coup des déformations qui, à partir, donc là, quand le bras était vrillé, on avait vraiment cet effet j'écrase un ballon et j'ai le bras qui se plie. Si vous faites la même chose avec les dual quaternions, comme vous avez la translation qui est incluse dans cette représentation-là et qu'elle est plus efficace et plus jolie pour représenter les transformations, vous obtenez des rotations qui ressemblent à ça. Je vais vous montrer la vidéo, peut-être, c'est probablement le mieux, un dual quaternion.
J'en ai deux. Donc c'est dans, je ne sais plus quel est ce soft, c'est dans 3ds Max ce coup-ci, tout à l'heure c'était Maya. Bah, les duals quaternions ont été codés, c'est tellement simple de remplacer votre skinning par une partie normale. Donc là c'est pareil, vous avez toujours le système d'influence, et puis ici vous pouvez choisir entre avoir le dual quaternion ou le quaternion ou le quaternion classique. Et puis alors là, je sais plus ce qu'il a, j'ai pas fait attention à ce qu'il avait coché. Est-ce que c'est le dual quaternion? Je pense que c'était le dual quaternion. Alors je vais plutôt vous montrer une vidéo dans laquelle on voit les deux l'un à côté de l'autre, qui est la vidéo du papier original qui a proposé cette méthode-là. Donc le linear skinning, on va faire une pause, on peut revenir juste une seconde en arrière. Ah oui, alors il y avait d'autres méthodes qui existaient avant le dual quaternion. Il y avait des histoires de log de matrice sur des multiplications. Donc ça, en tout cas, le linear screening, vous avez le bug qui est là. Le log des matrices, bah, vous aviez le bug qui était ici. Avec les dual quaternions, ici, vous avez quelque chose qui est... Alors même s'il y a un petit effet quand même un petit peu bizarre quand la rotation fait 180. Donc voilà, quelque chose dont j'ai pas parlé qui existait entre les dual quaternions et le linear blend skinning classique, où vous aviez aussi le spherical blending qui était de faire les calculs directement sur la sphère. Mais les dual quaternions, vous supprimez les artefacts à tous les endroits. Vous pouvez l'utiliser pour déformer autre chose qu'un humain. Vous pouvez l'utiliser pour déformer des maillages classiques, un peu comme si vous faisiez du tissu, pour que pas le plus intéressant. Vous voyez que ça date un peu, hein, sur une GeForce 7900. On était capable d'afficher 1000 modèles. Alors les dual quaternions, vous avez un peu plus de calcul à faire à cause des 7 nombres complexes, mais d'un autre côté, c'est pas tellement plus lourd que d'avoir vos matrices 4-4. Non, c'est même pas... Il faudrait regarder en nombre de calculs, mais je pense que vous y regagnez aussi en nombre de multiplications et d'additions. Donc on repasse juste pour vous convaincre. Le log des matrices dont on n'a pas parlé marchait déjà pas mal pour ce genre de déformation-là. Par contre, il coinçait pour certaines déformations. Il coinçait à cet endroit-là. Là où le linear blend ne coinçait pas, et le dual quaternion résout tous les problèmes. Assez simple d'implémentation et fonctionne très bien dans tous les cas. Là où le log coinçait, vous avez le dual quaternion qui fonctionne bien. Donc, dual quaternion, le truc à retenir, c'est que change quasiment rien dans le code et résout pas mal de problèmes de skinning. Ensuite, après, je vais vous présenter des méthodes un peu plus coûteuses, donc qui ne sont pas forcément utilisées tout le temps, qui peuvent être utilisées en pré-calcul pour générer des maillages, qui ne sont pas forcément utilisés dans les applis temps réel. Ce qu'ont cherché à faire beaucoup les gens, c'est à conserver l'air de la surface au moment de la pliure, voire à conserver les volumes. C'est que quand vous avez un élément qui se plie, enfin à conserver les volumes. Ce qui n'est pas forcément le cas dans une personne réelle, c'est que si je plie mon bras, mon pull va peut-être gonfler de volume ou diminuer de volume, mais par contre l'air de la surface va rester à peu près constant. Donc là, ce que proposaient ces gens-là en 2005, Caroline Larboulette, elle proposait de faire un système masse-ressort ultra simple et ultra léger, qui fait que quand mon maillage va être compressé, il y a des petites ridules qui vont apparaître de manière automatique, un système masse-ressort. Là, si je prends mon système masse-ressort comme ça, 1D, et que je le pousse, je vais avoir des petites ridules qui vont apparaître et qui vont donner un effet un petit peu réaliste sur la peau. Donc le genre d'effets qui sont obtenus par cette méthode-là, c'est les plis du sourcil, les plis du front et les plis sur les pliures des mains ou des coudes qui peuvent donner un effet réaliste. Alors ça, vous n'allez pas l'appliquer pour toutes les parties du squelette. Vous allez décider, ok, il n'y a que le visage qui m'intéresse et il n'y a que cet endroit-là où je vais rajouter mon système masse ressort et je vais lui ajouter ce,
ce calcul physique pour faire une déformation. Alors là aussi sur le pli de la main, mais il faut que la caméra soit vraiment fixée à cet endroit-là pour que vous ayez envie de faire cet effet-là. Donc ça c'est la version où vous avez le petit système masse-ressort, ça c'est la version où vous avez le pli sans masse-ressort. Donc ici vous avez un effet réaliste de conservation de surface de la peau qui reste plausible. Je vais vous montrer la vidéo. Donc ça c'est le skinning classique dans lequel vous avez une déformation complètement géométrique. On rajoute un système masse-ressort très simple et vous obtenez des effets de pli de peau que vous pourrez obtenir aussi sur la paume de la main. Donc évidemment, si vous voulez un effet un peu plus réaliste, il va falloir changer la résolution de votre maillage. Il faut que vous ayez un maillage adaptatif qui va prendre en compte l'effet masse-ressort pour faire apparaître les plis. Mais vous n'êtes pas obligé forcément d'avoir le maillage complètement adaptatif, vous pouvez le faire aussi dans un shader en changeant la normal map, c'est-à-dire de recalculer la manière dont l'objet va réagir à la lumière pour obtenir votre normal map. Ensuite, vous avez les modèles anatomiques. Alors là, c'est plus un outil pro qui n'a pas forcément complètement pris sur le marché, je pense, mais qui doit encore exister, qui doit être utilisé par pas mal de gens. C'est pas du tout en temps réel, c'est plus un outil où vous avez une simulation complète d'un corps humain, avec des muscles, des os, des tendons, de la chair. Chaque fois que vous avez votre muscle qui se contracte, vous avez une déformation du muscle qui va faire se déplacer. Alors, on va le voir. Donc voilà, ce que vous avez besoin, c'est que vous avez besoin d'avoir une modélisation anatomique du corps humain complet, ou corps humain ou pas humain si vous avez des animaux. Et à chaque fois qu'ici un muscle va se contracter, vous allez avoir la chair qui va se déformer sur le dessus. Donc ici, là, ce qu'on voit, c'est qu'ici vous avez le muscle, vous avez les points de la chair, puis vous avez les points d'attache. Quand le muscle va se déplacer et va se déformer, vous allez avoir la peau ici qui va glisser un petit peu sur chacun des muscles, plus les effets de gonflement. On peut regarder une vidéo, ça vous donne des résultats qui ne sont pas temps réel, enfin en tout cas qui prennent pas mal de temps de calcul, mais qui peuvent donner ce genre de résultats. Alors là on voit à travers, c'est pour vous montrer la modélisation complète. Euh, D'autres résultats. Non, celui-ci, on vient de le voir. Celui-là. Donc le résultat où on n'a pas la transparence. Donc là où vous avez les effets, on voit les muscles avec les déformations de chacun des éléments. Alors ça c'est une vidéo qui date un peu, mais le principe a été repris. Ça existe maintenant dans plusieurs plugins dans Maya, 3ds Max. Même, vous avez un plugin qui s'appelle Xmuscle dans Blender, voilà, qui ressemble à ça. Dans la vidéo est peut-être un peu longue, 11 minutes, on va pas forcément la regarder en entier. Vous pouvez modéliser les muscles sur vos dinosaures ou sur vos créatures de manière intuitive et interactive, et après obtenir les plis. Donc là, on voit un design de muscle avec vous pouvez avoir des caractéristiques différentes pour chacun des muscles. Alors voilà, il vient de positionner un premier muscle dans son squelette. Alors, comme ça prend un petit moment avant de faire tout ça. C'est pas forcément pour du temps réel, c'est plutôt fait pour obtenir le maillage que vous aimeriez afficher au moment de votre animation. Alors peut-être on va aller voir sur la fin pour voir le genre de réalisme. Voilà, il positionne son deuxième muscle. Alors voilà, quand vous allez avoir le maillage par-dessus qui va s'afficher, le muscle se contracte et se gonfle. Vous allez avoir le maillage qui va se déformer derrière. Alors c'est pour des cas très particuliers, c'est des cas où vous avez vos personnages qui s'affichent, où on voit les déformations de la peau. C'est qu'en gros, si vous avez quelqu'un d'habillé avec son pull par-dessus, en général, c'est pas forcément ce genre de déformation-là que vous voulez. Voilà, ils sont allés de manière un peu exagérée, mais voilà. Donc vous pouvez retrouver des plugins. Alors voilà, il a fini de modéliser son corps au complet. Dans le plugin, vous pouvez en récupérer un, vous avez le corps complet. Et après, vous pouvez jouer avec ça. Donc c'est vraiment du skinning élaboré. Je trouve mais transparent, avec une simulation qui est un peu lourde et un peu coûteuse, mais qui va vous donner des maillages très réalistes en sortie. Donc coûteux en calcul, mise en place lourde, mais vous pouvez obtenir des résultats voilà, sur votre dinosaure que vous n'obtiendrez jamais avec une déformation géométrique du linear blend skinning de base.
Donc ça, c'était un peu pour les skinnings. Il y a d'autres méthodes de skinning qui existent un peu de manière un peu plus récente sur le côté recherche. La deuxième partie de ce cours, c'est plutôt consacré à essayer d'éviter la phase de design du squelette et d'essayer d'éviter la phase de design de poids, d'influence de poids. Alors pas de l'éviter, mais de proposer des outils qui, de manière automatique, vont construire un squelette ou vont construire une influence de poids sur le maillage. Donc vous avez les méthodes géométriques. Je vous propose ensuite une méthode plutôt basée sur les équations de la chaleur. On en discutera par transfert. C'est quand vous avez un maillage qui a déjà été rigué avec les poids et les squelettes. Si vous avez une correspondance entre les deux maillages, vous pouvez transférer les poids de l'un à l'autre. Je parle aussi un tout petit peu rapidement, c'est que si vous avez plusieurs maillages déjà déformés, vous pouvez avoir une méthode d'optimisation qui retrouve le squelette et qui retrouve les poids automatiquement. Donc le linear blend skinning, pour rappel, là, l'objectif c'est de trouver les W, là, les poids d'influence, c'est le poids associé à l'os I pour chaque sommet. Donc chaque sommet va être influencé par plusieurs os. La somme de ces influences va falloir 1 puisqu'on fait un calcul de moyenne pondérée. La question c'est comment retrouver ces W. Ce que je vous ai montré dans la vidéo tout à l'heure, c'est que l'artiste définit des capsules. Euh, on va voir qu'il y a moyen de faire beaucoup mieux que ces capsules. Donc attacher un sommet I aux os, c'est calculer les poids d'influence de chacun des os pour obtenir pour chaque sommet la liste des W qu'on a derrière. Première méthode, attacher à chaque sommet de l'os le plus proche pondéré par la distance D. Donc c'est un système de capsules. Ici, j'ai voilà, une capsule autour de l'os de mon poignet. Ça veut dire que tous les sommets du maillage qui sont dans cette capsule-là vont être influencés par l'os du poignet. On a ici une capsule qui est l'os du coude, qui va influencer tout l'avant-bras. Tous les sommets qui sont dans cette capsule-là vont être influencés par le coude. Et les sommets qui sont à cheval entre les deux zones ici, entre le coude et le poignet, vont être influencés avec une influence dépendant de la distance de pénétration dans la capsule. Donc, je ne sais pas, 50-50, 80-20, etc., en fonction de la position et de la distance dans la capsule. Ça, en général, ça donne un premier jet, un premier résultat qu'il faut ensuite aller raffiner et retoucher à la main pour que ça fonctionne. Donc, le calcul, si vous avez cet algo à recoder, vous prenez ici, là, donc on a votre capsule, on a un sommet du maillage qui est VI, le sommet VI est à l'intérieur de la capsule, on calcule la distance à l'os, on a la distance à la capsule, on fait DI divisé par le rayon de la capsule, par grand D J, qui est la capsule numéro J. Donc le sommet numéro I, à la distance de l'os DI, on fait diviser ça par DI. Si on est à l'extérieur de la capsule, on met 0. Une fois qu'on a calculé les poids d'influence de ce sommet-là par toutes les capsules, il faut normaliser. Ça veut dire qu'il faut reprendre toutes les influences et puis se débrouiller pour que la somme des poids fasse 1, et ça c'est en divisant par la somme des poids. Donc une normalisation classique. Tiens, ben la normalisation, elle est là. Voilà. Donc si ce sommet-là est influencé par le premier os ici, le premier os ici, on va calculer cette distance divisée par le rayon de cette capsule, plus le deuxième poids, cette distance divisée par le rayon de cette capsule-là. Ça me donne le premier poids, le deuxième poids. S'il y en a plus que deux, on a toute cette série de vecteurs, et la somme de ça fait la normalisation. Le problème de cette notion de distance, c'est que si vous avez mal designé vos capsules ou les endroits où le design des capsules est compliqué parce que le maillage est très proche, on va aller avoir les défauts que je vous ai montrés déjà dans la vidéo tout à l'heure, c'est que des morceaux ici du maillage de la jambe gauche vont être influencés par l'os de la jambe droite et inversement, et c'est pas ce que vous voulez, donc il faut aller refaire le design, et vous allez avoir le problème aux endroits là entre les doigts où c'est très compliqué d'avoir des capsules qui ne se chevauchent pas. Vous allez avoir des problèmes de double influence qu'il faudra ensuite aller gommer avec un outil de peinture où vous ferez des moins sur les influences des os avec votre pinceau. Donc c'est ce qui arrive ici, là.
j'ai ce sommet-là qui devrait être influencé que par cet os-là, mais quand je définis la capsule de l'autre jambe, je vais aller venir mordre de ce côté-là et je vais influencer de l'autre côté. Donc ici, c'est parce que probablement on n'a pas tenu compte de la notion de visibilité et on a calculé la distance. Quand on regarde mon transparent ici, c'est qu'on calcule que la distance directe, c'est-à-dire je prends mon point, je vais directement jusqu'à l'os. Alors que probablement ce qui devrait être pris en compte, c'est que quand je calcule ici la distance à cet os-là ou la distance à celui-là, je ne devrais pas prendre la distance dans l'espace comme ça direct, mais la distance entre le sommet VI et puis l'os BL ici, je devrais rester sur le maillage et venir faire le tour jusque là. Et puis là, je me rendrai compte qu'avec la distance de cet os-là est très loin et que ça coince. Donc plutôt de calculer la distance à l'intérieur du volume. Voilà, c'est ce que je vous montre ici, c'est que ça, c'est ce qui est fait quand vous calculez l'influence d'une capsule, c'est que c'est la longueur verte divisée par le rayon de la capsule, la longueur rouge divisée par le rayon de la capsule. Si ma capsule rouge est grande, ça va venir mordre et ça va coincer. Alors ici, dans mon schéma, l'écartement est quand même suffisamment grand, mais vous avez plein de cas où les doigts sont très rapprochés et ça ne fonctionne pas. Donc c'est ce que vous proposent les méthodes. Alors ici c'est un papier qui date un peu de 2007. C'est ce que vous propose les deux méthodes ici. Une basée sur les équations de la chaleur. Donc l'intuition c'est qu'on va faire en sorte que chacune des articulations devienne tour à tour un espèce de radiateur qui va diffuser de la chaleur à l'intérieur du corps. Et comme cette chaleur reste à l'intérieur du corps, cette quantité de chaleur va décroître en fonction de la distance, mais de la distance à l'intérieur du corps, et on va obtenir une influence qui est à peu près plus intuitive et plus logique. Donc il y a une espèce de notion intuitive avec après une application et des simulations physiques d'équation de la chaleur, mais l'idée intuitive c'est ça, c'est qu'un os influence comme un radiateur les zones qui sont autour de lui. Alors ce que proposait ce papier aussi au départ, c'était de trouver automatiquement le squelette à l'intérieur du maillage avec une méthode qu'on va voir de contraction et puis de simplification. Donc en gros, le premier objectif de ce papier, c'était de trouver le squelette. Vous partez d'un maillage quelconque qui n'a pas de squelette, vous voulez trouver automatiquement un squelette, vous commencez par par simplifier la géométrie de votre maillage. La deuxième étape, vous allez paquer des sphères, vous allez compacter des sphères à l'intérieur du volume. Donc vous allez tirer au hasard des points à l'intérieur de votre personnage, et puis vous allez lui mettre dedans la sphère la plus grande possible sans que la sphère ne sorte à l'extérieur du maillage. Donc ça, c'est des approches qui sont faites classiquement en traitement du maillage ou en géométrie pour faire de la simplification ou autre. Là, c'est utilisé pour essayer de retrouver un squelette. Donc une fois que vous avez positionné toutes ces sphères à l'intérieur, ça vous donne des points que vous pouvez ensuite essayer de trianguler pour obtenir un espèce de premier qu'ils ont appelé graphe de construction. Donc c'est un maillage vert ici qui vous donne une espèce de design de votre squelette. Vous voyez qu'on commence déjà à voir apparaître un espèce de début de squelette tel qu'un artiste pourrait le faire. Et puis ensuite, euh, ils ont quelque part une liste de squelettes typiques. Donc ici, c'était un quadrupède, mais là, le quadrupède, ça collerait pas pour lui. Et ils vont essayer de faire une distance entre le squelette vert qui est ici et puis la liste de squelettes génériques qu'ils ont dans leur base de données, et puis essayer de trouver celui qui est le plus proche et de le positionner à l'intérieur avec une petite phase d'optimisation. Ça permet de remplacer la phase de design de squelette. On verra qu'il y a d'autres méthodes qui existent. C'est plus dans le cours de deep learning de la semaine prochaine où on discutera un petit peu de méthodes différentes, donc je ne m'étale pas complètement là-dessus. Ensuite, la deuxième idée de ce papier-là, l'idée générale de ce papier-là, c'était que vous prenez un maillage, vous le passez dans une moulinette complètement automatique, personne ne touche à rien, vous n'avez pas besoin d'artiste ni d'intervention manuelle, et vous pouvez l'animer. Donc ils avaient vraiment cherché le tout automatique. Le tout automatique, c'était construction d'un squelette, et puis ensuite construction des poids du maillage avec les équations de la chaleur. Donc ici, ce qui est un peu le cas quand on voyait tout à l'heure mes histoires de volume autour d'un squelette, et puis d'influence, et puis même les notions de peinture, etc. C'est comme si on rajoutait de la chaleur ou si on enlevait de la chaleur. C'est comme si on faisait plus chaud ou moins chaud. Ben, eux, ils se sont dit, ben, on va prendre un os, on va dire que cet os-là devient un radiateur, et tous les points du maillage qui sont influencés par ce radiateur-là sont chauds. Et puis je calcule mon équation de diffusion de la chaleur le long du maillage. Et plus la température devient petite, et moins je suis influencé.
Donc ici, par exemple, là, je deviens bleu, c'est que je suis moins influencé par ce radiateur-là. Puis ensuite, j'arrête avec cette articulation-là, je prends la deuxième, je l'allume, j'allume le radiateur de la deuxième, je refais mon équation de la chaleur sur tout le maillage et je regarde jusqu'où va l'influence. Globalement, ce qu'on obtient finalement avec cette diffusion de chaleur le long du maillage, c'est une espèce de géodésique, c'est que je calcule la distance le long du maillage plutôt que de calculer la distance euh, en traversant les objets. Alors, on peut regarder les équations de la chaleur, ça pourrait faire un bon lien avec le cours de simulation physique de Florence Zara. Les équations de la chaleur, c'est une équation qui se fait avec un Laplacien, donc, que vous avez peut-être vu aussi en modélisation géométrique avec Raphaël Chen, à voir, je ne sais pas, mais le Laplacien, c'est une méthode assez classique pour lisser un maillage, pour l'éditer, pour ajouter de l'information dedans. Donc le Laplacien, c'est la somme des dérivées secondes. Voilà, donc on peut regarder ça en détail. Ça n'a pas forcément complètement d'importance pour ce problème-là, parce que je vais vous présenter d'autres méthodes qui font des résultats au moins aussi bons sans forcément de diffusion de la chaleur. Par contre, vous pouvez retenir l'idée intuitive quand même que cette idée de diffusion de la chaleur, c'est assez proche du travail qu'on faisait. Alors, alors la diffusion de l'équation de diffusion de la chaleur, c'est beaucoup plus simple de le faire dans un espace discret que de le faire sur le maillage dans lequel chacune des tailles de triangle va être différente. Donc ils ont commencé eux par voxeliser leur maillage et puis de calculer l'équation de la chaleur là-dessus. Ah non, je dis peut-être des bêtises, ou ils ont peut-être fait l'équation de la chaleur directement sur le maillage, mais on pourrait voxeliser les choses. Euh, Oui, c'est plus le papier suivant, pardon. Je dis des bêtises là. Dans le papier suivant, ils ont voxelisé. Eux, ils avaient décidé de ne pas voxeliser en disant que c'était lourd et ils ont calculé l'équation de la chaleur directement sur le maillage. Je vais passer un petit peu vite parce que c'est pas forcément le plus intéressant d'aller se plonger maintenant dans l'équation de la chaleur. Ce qui est plutôt à retenir, c'est que c'est plutôt si vous voulez aller regarder hein, ou aller voir, c'est plus si vous voulez apprendre comment fonctionnent les équations de la chaleur que ça vaut le coup d'aller regarder ces transparents-là, sinon c'est pas forcément la peine. Donc ça se résout avec une grande matrice dans laquelle vous avez les influences qui vont se propager là-dedans et vous avez le Laplacien qui peut s'appliquer là-dessus sur la matrice. Donc en itérant plusieurs fois le processus de diffusion de la chaleur, comme on a fait l'itération sur la gravité et les lois de Newton dans le cours de Florence Zara, c'est le même principe, sauf que vous avez la chaleur qui se déplace. Bon, j'y vais assez vite. Ah oui, donc ils avaient vraiment bien fait les équations de la chaleur sur le maillage en tenant compte de la taille de chacun des polygones du maillage pour que l'équation se passe bien. Euh, je passe. Ben voilà le genre de résultat que vous obtenez. Vous allumez l'os qui est dans une des articulations de la jambe et vous avez l'influence qui ressemble à ça. Ici, rouge, c'est que vous êtes très influencé par cet os-là, jaune un petit peu moins, vert un petit peu moins, bleu clair un petit peu moins, et alors bleu ici, carrément pas du tout, parce que la chaleur, il faut qu'elle se déplace jusque-là, et ça n'influence pas. Après, vous pouvez régler la puissance de chacun des radiateurs et voir ce que ça donne. Je peux vous montrer quand même la vidéo, parce que les résultats étaient pas mal. Donc ça date quand même un petit peu, mais les résultats sont toujours bons. Donc vous partez de n'importe quel maillage, par exemple celui-là. Vous partez d'une animation que vous avez d'un humain dans lequel vous n'avez pas forcément le même squelette que le maillage qui a été donné. Et sans rien faire, sans intervention aucune d'aucun humain ou d'aucun artiste, vous êtes capable d'animer le maillage, même s'il a des formes très complexes. Donc ça marche avec ce maillage-là. Ça marche avec tout type de maillage, même avec ici la poupée qui a de nombreux cheveux bizarres, vous avez quand même le squelette et vous êtes capable. Donc en gros, vous prenez n'importe lequel de ce maillage, vous l'injectez dans le système, vous ne touchez à rien et vous êtes capable de l'animer. Ce qui était assez nouveau à l'époque et ce qui est encore assez nouveau maintenant, c'est que les artistes ici n'avaient plus à définir des choses. Alors avec des choses qui peuvent être étranges ici dans le cas d'une robe, hein. C'est que le système il fait une déformation géométrique comme
même, on peut retrouver un squelette, voilà. Le système a retrouvé automatiquement un squelette d'humain dans cette chose-là, ou un squelette. J'espère qu'ils vont nous montrer le squelette. Normalement, oui. Voilà. Un squelette d'humain et de cheval à l'intérieur de ce personnage-là. Petite description de la méthode. Le maillage. On pack des sphères à l'intérieur. Les sphères, on les relie les unes avec les autres pour construire un graphe. Ce graphe est vert, on fait la correspondance, on simplifie ce graphe et on fait la correspondance avec une série de maillages qu'on a. Une petite phase d'optimisation ici pour repositionner comme il faut chacun des os le plus loin possible de la surface du maillage. Après, on a les équations de diffusion de la chaleur. Chacune des articulations tour à tour diffuse de la chaleur sur le maillage. Ça donne la zone d'influence. Cette zone d'influence est ensuite utilisée pour faire du skinning et déformer le maillage au moment de l'animation du squelette. Alors bien sûr, il y a des limitations avec déjà avec la méthode qui retrouve automatiquement un squelette, c'est que si vous avez le maillage à l'envers, bah, il va vous trouver un squelette comme il fait ce qu'il peut, il va vous trouver un squelette qui va dans les oreilles. Euh, la robe, vous n'avez pas de déformation qui ressemble à une robe, mais bon, ça reste quand même. On peut regarder ici les endroits où ça coince. Non, c'est peut-être pas les endroits où ça coince. Si ici vous avez par exemple les deux jambes qui sont l'une sur l'autre, là vous n'avez pas forcément quelque chose de très symétrique. L'épaule droite et l'épaule gauche ne va pas être conformes. Ici les bras ont été trouvés dans les cheveux de la poupée. Mais globalement, ça marche plutôt quand même pas mal, même si je vous montrerai d'autres méthodes dans le cours de Deep Learning qui ont amélioré ces problèmes-là. Oui, ici, l'os ne va pas jusqu'à la main. Ici, les épaules ne sont pas au bon endroit. Non, il y a des cas où ça ne marche pas. Deuxième approche, qui est probablement une qui est encore pas mal utilisée, aussi parce que ça a été proposé par les gens de 3D Studio et qu'ils l'ont incorporé dans 3D Studio. C'est ce que je vous disais, la diffusion de la chaleur, c'est cette notion de voxel là qui finalement n'avait pas été retenue par les gens qui ont calculé les équations de diffusion de la chaleur, qui ont préféré calculer ça sur le maillage. Bah, les gens un petit peu plus tard se sont dit bah pourquoi pas, parce que finalement calculer les voxels de notre personnage et puis ne pas faire les équations de la chaleur mais de calculer simplement des distances. Donc en gros, l'idée proposée ici, c'est que vous prenez votre maillage, vous en calculez une représentation voxelique. Donc là, le lapin, vous calculez des voxels. Donc en gros, vous remettez une grille régulière sur votre maillage, vous définissez quels sont les cubes de votre grille régulière qui sont à l'intérieur, lesquels cubes sont à l'extérieur. Et au moment de calculer la distance ici, donc là on a la distance directe parce qu'on reste à l'intérieur des voxels. Ici pour calculer la distance à cet os-là, ben, on va rester dans les voxels qui sont ceux-là. Vous allez parcourir votre distance, vous allez faire un height wall ou un Dijkstra sur vos voxels pour essayer de calculer la distance la plus courte entre ce point et, euh, et le point géométrique de l'autre côté, ou la distance même avec l'os, hein, on pourrait calculer la distance ici, la distance la plus courte, ce sera ici, on pourrait calculer cette distance-là. Ça vous donnerait une distance d'influence. Cette distance d'influence, après on refait, comme tout à l'heure dans le cas des capsules, on fait 1 sur la distance, et, euh, et puis vous obtenez la zone d'influence. Donc on voxelise tout l'espace, voxel intérieur-extérieur, on calcule la visibilité peut se faire sur les voxels avec un Dijkstra ou un plus court chemin, on calcule les distances, et on obtient, si la distance est grande, on met un point nul avec un système de seuil, et sinon on calcule le même genre de poids qu'avec les capsules tout à l'heure. Le genre de résultat qu'on obtient, donc même si vous avez un maillage mal construit et mal posé, donc ici typiquement le maillage a été fabriqué en concaténant plusieurs géométries différentes. Donc vous avez le maillage du personnage humain, puis dans lequel on lui a rajouté des sacoches, des pochettes, des casques, des machins. Vous avez les triangles qui sont, donc toutes les parties zones, ce sont des triangles, des endroits où les triangles s'interpénètrent les uns les autres.
C'est pas grave, parce qu'une fois que vous avez calculé la voxelisation de tout ça, que votre triangle était mal construit, mal posé, avec des intersections, avec des mauvaises formes, avec de la géométrie qui plairait absolument pas au cours de géométrie algorithmique, une fois que vous avez transformé tout ça en voxels, on ne voit plus rien, on voit juste qu'il y a des voxels qui sont à l'intérieur, des voxels qui sont à l'extérieur. Et après, on calcule les zones d'influence en fonction de la distance. Donc, on prend l'os ici de la jambe de la cuisse gauche, et puis on calcule la distance avec un Dijkstra. Plus cette distance est grande, moins je vais être influencé. Et ça me donne directement les poids pour animer mon personnage. Donc, il y a le problème quand même qui est de calculer les voxels, d'être à l'intérieur ou à l'extérieur. Ça peut être fait assez facilement avec la carte graphique en faisant un rendu en coupe de votre objet avec un NIR et un phare qui sont très proches, qui vous donnent deux couches l'une contre l'autre. Faites un premier rendu, puis vous avancez comme ça, comme si vous faisiez un espèce de rendu échographique de vos objets en faisant des coupes. Et vous obtenez très facilement en temps réel, presque en temps réel, enfin oui, en 128 rendus dans un sens, 128 rendus dans l'autre, 128 rendus dans le troisième, et vous obtenez votre grille de voxels avec 128 au cube. Après, vous avez juste à faire un float fill à l'intérieur, un algorithme de remplissage récursif qui vous remplit vos éléments à l'intérieur. Il ne faut pas qu'il y ait de trous dans votre maillage, évidemment, mais ça se passe en général à peu près bien. Et vous obtenez vos personnages. Après, étape suivante, vous calculez la distance avec un Dijkstra que vous récupérez de votre cours d'algo quand est-ce que vous le faites de troisième année, voilà, vous calculez le plus court chemin, ça vous donne la distance entre chacun des points du maillage et chacun des os dans l'espace des voxels, et ça vous permet de corriger les problèmes et d'obtenir des résultats qui ressemblent à ça. Ça, c'est ce qu'on obtenait des problèmes classiques qu'on obtient avec les capsules. Ça, c'est ce que vous obtenez en calculant la distance géodésique sur les voxels. Je vous montre la vidéo. Ils sont pas dans l'ordre, c'est celle-là, je pense. Donc là, ici, par contre, eux, ils ne retrouvent pas le squelette automatiquement. Ils partent en entrée, ils ont un maillage, un squelette. Ils ont décidé que modéliser le squelette, placer une vingtaine d'os dans un squelette, c'était pas si long à faire. Ce qui les intéressait, eux, c'était de faire le rig automatique du skinning, pas de la partie squelette. On construit les voxels, on calcule les distances. Il n'y a pas de notion de diffusion de chaleur. Là, on pourrait, mais c'est tout aussi simple de calculer juste une distance avec un Dijkstra ou avec un A étoile qui marcherait très bien sur ce genre de problème-là. Et vous avez les résultats des influences. Après, on normalise tout ça comme dans le cas des capsules et vous pouvez directement animer votre maillage. Et même si vous avez des maillages qui sont mal formés et mal foutus avec des éléments qui rentrent les uns dans les autres, comme le sac à dos qui doit rentrer dans le dos du personnage, ça marche quand même. Je vous disais que c'était Legend 3ds Max, donc ça a été implémenté dans 3ds Max, soit dans la version standard, soit peut-être un plugin, je ne sais plus à regarder. Bon, pas mal de résultats avec des squelettes très différents, des squelettes qui sont compliqués là, d'habitude à riguer parce qu'il y a il y a plein de géométries bizarres qui donnent des espèces d'écailles qui sont très pénibles dans le cas d'une animation. Là, ça les retrouve automatiquement sans aucune retouche. Donc les parties rouges à chaque fois qui sont affichées, c'est les endroits où les triangles s'interpénètrent les uns les autres. Pour vous montrer que même avec un maillage mal conçu, ça fonctionne. Voilà, donc là, typiquement aussi le genre de squelette dans lequel il y a plein d'épines, où en général le calcul des poids est pénible, il faut aller retoucher chacune des petites épines à la main. Là, ça fonctionne directement. Le bilan de calcul automatique de poids et distance de calcul automatique de poids et de distance, vous avez c'est la notion de visibilité qui compte. Si vous le faites avec la chaleur, vous avez des bons résultats sans retouche manuelle. Par contre, la mise en place est probablement un peu plus compliquée à mettre en œuvre. Autant le faire directement sur des voxels et d'utiliser la carte graphique pour construire les voxels et puis de calculer un Dijkstra que normalement tout informaticien est capable de coder. C'est probablement l'approche la plus réaliste. Donc même si le papier date un peu de 2016, là, c'est quand même des choses qui sont encore très d'actualité. Si vous avez un jour du skinning automatique à recoder, c'est probablement vers ce genre d'outil-là qu'il faut vous plonger.
Autre approche pour trouver automatiquement les poids d'un skinning, c'est par transfert. Par transfert, c'est globalement si vous avez un maillage déjà rigué, alors là, souvent c'est plutôt pour les visages où c'est assez simple de faire ça, c'est que vous avez un maillage déjà rigué, vous avez le squelette, vous avez donc ici le squelette, c'est les points que vous avez ici colorés qui donnent le squelette. Si vous avez le même squelette qui a été défini sur les deux maillages, vous pouvez faire un transfert par correspondance. Donc il y a besoin de points de correspondance entre les deux maillages. On va calculer une correspondance point à point entre les deux maillages. Donc vous allez prendre chacun des sommets du maillage d'un côté et puis essayer de retrouver dans quel triangle de l'autre côté ils correspondent. Et puis vous allez récupérer le poids du skinning de l'autre maillage pour l'appliquer sur ce maillage-là. Ça, c'est des travaux qu'on avait fait. Il y a globalement deux publiés. Il y en a une des deux, c'est qu'on avait fait au Lyris avec un doctorant ici. Ça marchait plutôt pas mal. Donc, première chose, donc, il faut quand même que vous ayez les deux squelettes en entrée qui soient identiques sur les deux visages ici. Une première chose, c'est qu'on va déformer le premier maillage ici avec un système à base de RBF qui était une manière de faire une interpolation, mais on pourrait faire une interpolation à partir de inverse distance weighting ou des choses comme ça qui marcheraient aussi très bien, qui sont plus faciles probablement à coder. Par RBF, on va déformer ce maillage-là, on va superposer les deux maillages l'un sur l'autre. Ensuite, on prend chacun des vertex du maillage qu'on cherche à riguer, donc celui de droite ici. Vous allez faire une projection sphérique sur le maillage source. Donc le maillage source, c'est celui-là. Celui-là, il a les poids de skinning qui sont donnés, les os. On déforme ce maillage-là de manière grossière. Une fois qu'on l'a déformé de manière grossière, on fait une projection sphérique, c'est-à-dire qu'on projette tous les points vers l'extérieur jusqu'à ce qu'ils arrivent sur la surface, une espèce de système de lancer de rayons. Chacun des points de ce maillage-là se retrouve à l'intérieur d'un triangle du point du maillage source. On calcule les coordonnées barycentriques des points dans ce triangle-là. Ça nous permet de faire une interpolation dans le triangle des quatre valeurs de skinning qui sont sur les sommets de l'autre côté. Et on peut transférer comme ça le skinning d'un point vers un autre. Donc là, voilà, c'est ce qu'on fait, c'est que le maillage orange ici, une fois qu'il est projeté, il se retrouve à l'intérieur du triangle bleu. On calcule les coordonnées barycentriques et puis on dit que voilà, ce point ici orange du maillage orange va récupérer les valeurs de skinning de ce triangle, de ce point, des trois points du triangle vert et on les applique derrière. Donc là, typiquement, le genre de résultat qu'on obtient. Ça, c'est le visage source qui a été rigué. Donc ici, on a une zone d'influence. Ce point-là influence cette zone-là, avec plus c'est rouge, plus c'est influencé. Une fois qu'on a mis les deux maillages en correspondance, on transfère automatiquement là, les zones d'influence de ce maillage-là vers celui-là. Donc on obtient quelque chose qui est assez similaire et ça nous permet automatiquement d'afficher le deuxième maillage sans rien faire. Vous l'injectez dans la boîte, les poids sont transférés automatiquement et vous pouvez ensuite animer ce visage-là à partir du visage source qui est ici. Le type de résultat que vous obtenez, voilà le visage source qui était animé au départ, le visage cible, et on obtient, en rajoutant la texture, là, voilà, exactement la même posture que ce que vous avez ici. Donc ça peut fonctionner si vous avez, ça peut fonctionner aussi avec de la mocap, si vous filmez une personne, que vous avez des points qui sont mis en correspondance, vous allez déformer, vous allez pouvoir animer votre personnage directement, votre visage directement, sans rien toucher, sans avoir besoin d'avoir des visages. On doit avoir une vidéo. Non, je ne sais pas. Oui, on devait avoir une vidéo, mais je ne sais pas où elle est partie. Ah non, bon, je sais pas où est la vidéo. Il devait y en avoir une probablement quelque part. Alors, autre chose que vous pouvez faire, mais qui est un cas un petit peu particulier, c'est que si vous disposez de N maillages en entrée, avec le squelette, ou juste les N maillages, il y a moyen de retrouver automatiquement par optimisation. Alors j'en parle juste pour que vous vous souveniez que ça existe, on va pas forcément regarder les détails. Vous pouvez refaire une optimisation dans laquelle on va essayer de retrouver le skinning en minimisant une fonction pour faire en sorte que je connais la déformation de tous les maillages et je voudrais retrouver le poids qui fait le poids de skinning qui va coller le plus près possible de tous les maillages que j'ai en entrée.
paraît que j'ai une vidéo aussi de ça. Est-ce que cette vidéo on l'a vue? Ah non, celle-là j'y viens après. Non, ben, j'ai pas de vidéo non plus. Je sais pas ce que j'ai fait de mes vidéos. J'ai dû en perdre la moitié. C'est pas grave. Bon, cette partie-là du cours, pas forcément. Retenez juste que ça existe si vous avez plusieurs maillages en entrée, mais ce qui est un cas un peu particulier, ça peut fonctionner. Alors là, une approche un petit peu différente qui essaye de casser un peu le paradigme classique. Bon, le problème, c'est que ça n'a pas forcément complètement pris. C'est quand vous avez juste un seul papier de recherche qui essaye de proposer ça, et que mais vous avez déjà des dizaines et des dizaines de softs et puis d'années de graphistes et d'animateurs qui se sont spécialisés soit dans la modélisation, soit dans l'animation. C'est compliqué de casser le pipeline complet, mais ce qu'ont proposé ces gens-là, c'est que d'essayer de parce que ce qui est fait dans le pipeline classique en général, c'est que vous avez des gens qui modélisent les objets sans se soucier de comment ils vont être animés. Puis vous avez de l'autre côté des animateurs qui, eux, vont mettre un squelette, faire un rig et trouver les poids de rigging là-dessus pour animer le personnage. Ce que proposait ce papier, c'est d'essayer de faire tout en même temps dans un outil assez simple dans lequel on va faire la modélisation et le rigging et le rig en même temps pour l'animer. Donc, en gros, on fait une modélisation qui se base un petit peu sur un squelette. Le squelette, lui, peut être animé ensuite de manière assez automatique avec des poids. Je vais vous montrer la vidéo. Justement, c'était celle-là. Donc voilà le genre de résultat qui... Alors, il n'y a pas d'animation là, mais voilà le genre d'objets qui ont été modélisés directement. On va voir tout à l'heure comment ce qui est plus intéressant avec cette vidéo, c'est pas forcément les résultats, c'est plutôt comment ils sont arrivés à ce résultat-là. Puis là, il n'y a pas d'animation, mais tout à l'heure, on va nous en montrer. Donc c'est plutôt un outil qui au départ est conçu pour des gens qui, bon, peut-être un peu comme nous, qui n'ont pas de côté artistique là. Donc on fait un sketch d'un objet en 2D et le système trouve automatiquement le squelette qui va avec et lui applique avec un système de surface implicite de blob, lui le transforme en une géométrie 3D. Et après, vous avez tout un outil pour éditer le squelette, donc exactement comme on fait pour de l'édition d'animation, mais en même temps, on a le maillage qui est déjà là et qui est déjà construit. Donc là, je peux modifier ma surface avec les outils de skinning. Parce que là, les gens qui font de la modélisation, en général, ils ne modifient pas les surfaces avec des outils de skinning. Ils vont aller déformer des surfaces en sélectionnant des zones de triangle, en les déplaçant avec des rotations et des translations. Alors que là, on profite de l'outil de skinning qui est un outil super, mais pour faire de la modélisation. Ça vous permet aussi de faire du coupé-collé entre différents squelettes, de les basculer les uns les autres, de les brancher les uns les autres, éventuellement de les dupliquer, voilà, de rajouter un os, de faire des splits. Donc, quand vous voulez créer de la géométrie, ça vous crée la géométrie et ça vous crée le squelette et vous pouvez l'animer ensuite directement après comme vous avez animé un squelette et vous n'avez pas non plus à vous soucier de retrouver les poids du skinning, vous les avez directement inclus. Les outils, on peut couper. Hop, voilà, si vous voulez séparer votre maillage en deux morceaux, vous le coupez. Soit de manière plus nette, soit de manière plus ronde, donc différents. C'est plutôt des outils de modélisation, mais qui se basent très bien sur les outils d'anime. Alors des gens qui ont la volonté de simplifier un peu le pipeline de production d'une animation et de production de géométrie, vous avez un peu Nuka Egara, ils ont un produit un peu de production d'animation très simple, qui est un peu dans cet esprit-là. Eux, ils font pas du tout de modélisation, mais qui est un peu dans cet esprit-là, où on peut facilement éditer et déplacer un squelette pour produire une anime. Voilà, vous pouvez importer des morceaux d'un autre modèle, les basculer. J'avance un peu, très facile. Donc en 4 minutes, vous pouvez créer un modèle complet qui n'est pas
qui n'est pas du niveau triple A d'un jeu vidéo, mais qui peut déjà, pour un utilisateur qui n'y connaît rien en 3D, en modélisation, en animation, qui peut déjà servir à faire pas mal de choses. Ce modèle-là, vous pouvez éventuellement l'importer. Vous pouvez demander même à des enfants de vous produire un modèle, ça fonctionne plutôt pas mal. Voilà quelques autres exemples de résultats qu'on avait déjà vus en entrée, où vous avez le squelette, le rig et le maillage qui ont été modélisés complètement en un bloc. Alors c'est vrai que dans Blender, dans Maya, dans 3D Studio, ça reste très séparé. Vous avez les outils de modélisation, vous avez les outils d'animation, puis ça s'adresse à des personnes différentes. Puis souvent, ils vont utiliser plusieurs softs différents et vous n'aurez pas forcément tout qui est croisé. Alors j'en termine là avec le cours de la partie skinning. C'est un peu le parent pauvre des différents cours que vous allez avoir, c'est-à-dire qu'en gros, il existe plein d'autres méthodes de skinning qu'on pourrait voir en cours, et surtout, quand je veux dire que c'est le parent pauvre, c'est que dans le cadre du TP, on ne code jamais de skinning, on ne déforme jamais de maillage. En M1, c'était déjà pas mal de regarder comment fonctionnait l'animation d'un personnage virtuel. En M2, là, comme on utilise Unity et que le skinning est déjà complètement codé dans Unity et que le maillage se déforme automatiquement quand vous avez affiché votre personnage, il n'y a pas énormément de choses à recoder. Par contre, c'est important de savoir que ça existe, c'est important de savoir qu'il y a des problèmes, c'est important que vous pouvez avoir des déformations du squelette qui vont mal déformer le maillage et qu'il y a certaines solutions qui existent ou qui restent encore à trouver. On en reparlera quand même un petit peu aussi dans la partie deep learning où il y a des outils automatiques pour retrouver le- les poids de skinning, pour retrouver un squelette et puis pour retrouver les poids de skinning automatiquement avec un réseau de neurones. Merci et bonne journée.